Salut camarades! Aujourd'hui on va faire une vidéo à la cool, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le printemps et on fait un peu ce qu'on veut, une merveilleuse entrée en matière. Ensuite parce que, comme vous avez pu le voir à la fin de la dernière vidéo, j'ai racheté un enregistreur, donc grâce à vous les tipeurs, un immense merci. Le truc c'est que vu qu'il est tout nouveau, et que c'est un vrai monstre, je ne sais pas forcément bien l'utiliser, donc je préfère les traîner sur une vidéo qui sera pas difficile à refaire si jamais elle est ratée. Ensuite parce que on est dimanche, il est 17h, je pourrais pas faire de gros tournages avant la fin de semaine prochaine, donc j'aimerais quand même bien profiter de mon petit temps libre ce soir pour faire quelque chose, donc autant essayer ça. Et ensuite parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de Hérodothèque. Vous savez, c'est ce petit concept que j'avais lancé à l'époque où je vous parlais d'un roman qui m'avait bien plu, historique évidemment, sinon c'est un peu bizarre, mais pas forcément d'ailleurs. Donc ensuite pour vous parler de ça, de son contexte, du machin, etc. Sauf que là, on va totalement modifier le machin, il n'y a pas de script, je suis un peu en live, d'ailleurs je pense que ça se voit. Qui plus est, je vais pas spécialement découper le machin, analyser le machin, vous dire quelles sont les erreurs, les trucs, je vais juste vous parler de plusieurs œuvres, cette fois-ci aussi une différence, sur un thème que j'aime bien. Et aujourd'hui on va donc parler du roi Arthur. A priori, à moins que vous ne soyez né au fond d'une grotte il y a 6 secondes et demie, auquel cas je me demande ce que vous faites déjà sur YouTube, vous savez ce qu'est le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, le Graal, etc., Merlin, qu'on a tous baigné plus ou moins là-dedans depuis très très longtemps, je veux dire depuis Chrétien de Troyes et même avant, ce sont des légendes qui courent à travers l'Europe, un gros conglomérat de trucs celtiques, bibliques, tout ce que vous voulez, ça fait un bon gros mélange qui fait qu'on connaît tous une ou deux légendes en rapport avec ça. Mais éventuellement, pour ceux qui seraient totalement passés à côté, le roi Arthur c'est un pélo qui a unifié autour de lui plein de chevaliers différents pour retrouver un vase sacré qui aurait recueilli le sang du Christ, et il le dirigeait à l'époque, ce qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne, qui à l'époque était juste la Bretagne. On se demande ce qu'était la petite à ce moment-là, à part une fraction de la grande. C'est très bizarre, bref. Donc on a tous un rapport à ça, on a tous des œuvres en rapport à ça qui nous ont marqué. Moi personnellement, vu que je suis un grand fan du Moyen-Âge, a priori vous l'avez compris, mon trip c'est les chevaliers, donc le roi Arthur c'est la quintessence de ça, c'est l'essence même de la chevalerie, on peut pas faire plus badass quand on pense au Moyen-Âge que le roi Arthur et ses chevaliers. Donc j'ai beaucoup eu, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, même récemment, des trucs autour de ça. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La première œuvre que je vais aborder, c'est d'ailleurs la seule que je n'ai pas ici chez moi et que je ne peux pas vous montrer, même si je pense que je vais tout simplement l'inclure au montage, c'est Graal, de Christian de Montella. Alors a priori c'est une trilogie, je sais qu'il a écrit Graal Noir depuis, moi je l'ai découvert quand j'étais enfant et j'avais vraiment dévoré ça. De mes souvenirs, il y a un livre sur Lancelot, un livre sur Perceval et un livre sur Galahad. Et voilà, donc c'est assez bien écrit, ça respecte les légendes de base, par exemple la charrette de la honte pour Lancelot, le pont de l'épée, enfin le pont de l'âme pour Lancelot aussi quand il doit retrouver Guenièvre. Mais voilà, c'est adapté pour les enfants, donc c'était vachement agréable à lire, c'était pas pompeux, c'était pas non plus directement « Tiens mon enfant, lis Chrétien de Troyes, tu verras, c'est vachement de ton âge ». Non, voilà, c'était adapté, et franchement, si vous avez des mômes et que vous voulez leur faire découvrir ça, c'est un super début. Ensuite, dans la continuité logique de comment j'ai découvert le mythe arthurien, même si je pense que je vais oublier plein d'étapes parce que je me souviens pas de toutes, tout simplement, il y a eu ce film qui m'a beaucoup marqué, qui est Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua. Je suis pas fier de vous le montrer, parce que c'est loin d'être un chef-d'œuvre le machin. Alors, le réalisateur, Antoine Fuqua, a décidé de montrer le mythe arthurien avec une vision simili-historique. Je dis simili parce que je pense pas qu'ils aient eu les budgets pour se payer le meilleur conseiller historique du monde. Mais ils partent du principe, comme certains chercheurs le pensent, qu'Arthur était en fait un commandant romain vivant au sud du mur d'Adrien, et qui protégeait ce mur contre les Pictes, qui sont dirigés dans le film par Merlin, dont la fille s'appelle Guenièvre. Voilà, ensuite, Arthur est entouré de ses chevaliers, qui ne sont autres que les chevaliers de table ronde, mais qui dans le film sont des chevaliers sarmates. Il y a eu une invasion saxonne, et à la fin, les troupes romaines sont parties, ne reste que Arthur et quelques chevaliers, et paf, on embraye sur la légende du roi Arthur, en fait. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, même s'il y a Mads Mikkelsen, que j'aime beaucoup, qu'il y a les musiques d'Hans Zimmer, qui sont quand même vachement bien. On dit même qu'au même moment, Hans Zimmer bossait sur la BO de ce film, et la BO de Pirates des Caraïbes, et que il a privilégié le roi Arthur. Voilà, donc c'est pas non plus un très grand film, je suis honnête avec vous, je l'aime beaucoup, même s'il est complètement nul, je suis pas fier de vous le présenter, c'est mon petit péché mignon à moi, mais voilà. Je pouvais pas ne pas vous en parler puisque je l'ai chez moi et que j'ai décidé de vous parler de tout ça. Mais puisqu'on en est à parler cinéma et roi Arthur, je ne peux pas ne pas vous parler d'une œuvre d'une autre qualité, faut quand même pas déconner, qui est Excalibur de John Borman. Alors là, on est en plein dans la fin des années 70 et le début des années 80, les armures elles étincellent, puis c'est la vision très romantique, très 19e du mythe arthurien, avec vraiment les armures façon 15e siècle, vraiment tout il est beau, tout y scintille, c'est un peu kitsch,
mais c'est super solennel, ça respecte vachement bien les mythes originels, a priori. C'est très bien joué, c'est très bien dirigé, je vannais la lumière, mais elle est quand même vraiment super. Et si je ne dis pas de conneries, c'est la première apparition cinématographique de Liam Neeson, hein, qui fait un chevalier dedans, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Enfin voilà, quitte à voir un film sur le roi Arthur, ne regardez pas la daube dont j'ai parlé avant, même si je l'aime beaucoup, regardez celle-là, qui est quand même d'un autre standing, hein, faut pas déconner. Et qui résume très très bien toute l'affaire d'ailleurs, donc voilà. Ça, c'est de la boule. Après, quand j'étais ado, j'ai pas spécialement continué à m'intéresser à ça, enfin j'ai pas fait des recherches là-dessus, etc. C'était pas non plus mon dada ultime, jusqu'à ce qu'on m'offre à nouveau des trucs en rapport à ça, notamment Arthur, une épopée celtique, c'est-à-dire cette série de BD, qui est vraiment géniale, qui est faite par Chauvel, Le Reculet et Simon. Il y en a 9, c'est vraiment une super œuvre, qui va prendre le parti pris assez, je trouve, intéressant et respectueux, de considérer qu'il vaut mieux choisir les noms avec leurs racines gaéliques et celtiques, etc., plutôt que de les franciser. Donc on n'est pas sur du Merlin, on est sur du Myrdine, on n'est pas sur du Guenhwyfar, enfin on est sur du Guenhwyfar, pas du Guenièvre, on n'est pas sur du Excalibur, on est sur du... Oui, bah j'aurais pas dû choisir cet exemple parce que je saurais jamais le prononcer. Calway, oh, je sais plus, merde. Donc on est sur du ça, on n'est pas sur du Tristan et Iseult, on est sur du Tristan et Isolde. Ça respecte vachement bien aussi le principe des légendes telles qu'elles étaient. Un tome sera sur une des différentes légendes, un différent personnage, tout en recroisant les autres, mais il va y avoir tout l'univers féerique qui va avec. Les ogres, les sorcières, les géants, les épreuves, les énigmes. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans, mais sans l'influence ultra méga biblique à la race. Il y a même des petits trucs qui sont dedans et qui racontent d'autres légendes qui sont plus anciennes encore, donc c'est vraiment, pour découvrir l'univers celtique et l'épopée arthurienne, je trouve qu'on peut pas conseiller mieux, c'est une vraie merveille. Alors pour la suite, chronologiquement, j'ai découvert Kaamelott. J'avais uniquement 17 ans à l'époque. Alors pourquoi si tard? Tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, on n'avait pas la télé chez moi, et puis ça passait sur M6, donc quand je tombais devant une télé, c'était pas forcément ce que je regardais en premier. Pour la petite histoire, donc à 17 ans, j'ai passé mon bac, et pendant 2 semaines après, j'ai vraiment strictement rien glandé, ce que j'ai un peu continué à faire après finalement. Et donc, les 3 premiers jours, j'en ai profité pour rattraper mon retard sur Kaamelott. C'est-à-dire que j'ai regardé les 3 premiers livres en une journée. Pour ceux qui ne savent pas, les 3 premiers livres font 100 épisodes de 3 minutes et demie ou 3 minutes 40, je sais plus bien. Voilà. Donc je me suis totalement fait 300 épisodes de 3 minutes et demie, en une journée. Donc depuis j'adore ça, j'ai vraiment tout regardé, j'ai tout saigné, je les connais par cœur. C'est pour ça que je les utilise beaucoup dans les vidéos, parce que c'est médiéval, c'est très très drôle, ça rebondit bien avec les propres trucs que je peux aborder moi. C'est des références qui vous parlent et que vous aimez aussi, je pense. Un grand merci à Alexandre Astier, à tous les comédiens qui ont bossé dessus, à tous les techniciens qui ont bossé dessus, c'est vraiment une œuvre géniale. Si vous pouviez éviter de me coller un procès parce que j'utilise ça alors que j'en ai pas les droits, ce serait sympa aussi, mais en tout cas voilà, un grand merci à vous, on attend la suite quoi. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, le principe c'est tout simplement Arthur, et donc le mythe arthurien, tout ça, les grands personnages, Bohort, Gauvin, Guenièvre, Lancelot, Merlin, etc. Sauf que c'est un peu tous des nuls. Et c'est fait avec un vocabulaire, comment dire, qui sera très proche de celui d'Audiard ou celui de Blier, et c'est vraiment mais à mourir de rire. Louis de Funès aussi, hein, il y a beaucoup d'inspiration avouée de ça. Donc voilà, franchement, si vous ne les connaissez pas ça, foncez-y. Et ceux qui doutent, n'hésitez pas. Je l'ai fait pendant longtemps et je regrette de ne pas avoir découvert ça plus tôt. Alors ensuite, on est revenu à une période un peu plus sérieuse dans ma vie, le théâtre, tout ça, qui m'a laissé des souvenirs impénétrables, comme vous le voyez. Comment peut-on combiner, à votre avis, le théâtre et tout ce qui est arthurien? Enfin, ça paraît un peu absurde. Eh bien non, puisqu'il existe Graal Théâtre, une merveilleuse œuvre de Florence Delay et Jacques Roubaud. Ils sont quand même loin d'être 2 abrutis, puisque la première est académicienne et le second est membre de l'Oulipo. Je ne peux que vous conseiller ce truc. Alors le principe tout simplement, c'est qu'ils ont écrit 10 pièces qu'ils ont rassemblées ici, c'est quand même épais, hein. Avant de les jouer toutes ensemble, ça va faire quand même un bon paquet d'heures de travail. Ils ont donc créé 10 pièces autour de ça, autour du mythe arthurien. Alors j'en ai lu quelques-unes, j'ai pas tout lu, je dois l'admettre, mais c'est vraiment très chouette. Et là pareil, on re-rentre dans un cadre un peu plus solennel, un peu plus classe, etc. Pas toujours d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même de l'humour. Mais voilà, après je suis pas un grand spécialiste du truc puisque je vous dis, je n'ai pas tout lu. Et on va finir, mes braves camarades, sur une œuvre qui m'a vraiment retourné la tête, qui est merveilleuse, qui fait une parfaite jonction, je trouve, entre tout ce qu'on a cité avant, le côté pseudo-historique, le côté légende, le côté humour, enfin le côté solennel, il y a de tout. Et c'est une série de romans, c'est une trilogie qui s'appelle La Saga du roi Arthur, par Bernard Cornwell, avec le roi de l'hiver, Excalibur et l'ennemi de Dieu. Non, pardon, le roi de l'hiver, l'ennemi de Dieu et Excalibur. Et ça part du principe que c'est un chevalier très peu connu d'ailleurs, qui s'appelle Derfel, qui raconte à la fin de sa vie tout ce qu'il a vécu avec Arthur en étant son chevalier, etc., etc. De toutes les œuvres que j'ai évoquées ici,
c'est la meilleure. Bon après, toutes sont très différentes, mais c'est très difficile à trouver, je crois, parce qu'il est plus édité en France. Le style est merveilleux, c'est prenant, ça reprend des vieilles traditions celtiques, même des traditions de vie, c'est-à-dire qu'apparemment, à l'époque, les guerriers, je sais pas si c'est vrai, mais bon, moi, c'est rentré dans mon univers, les mecs, pour se porter chance, ils touchaient du fer, donc ils touchaient généralement le pommeau de leur épée, quand ils abattaient un ennemi, ils faisaient forger un anneau de métal qu'ils portaient sur eux, et donc les mecs en étaient couverts, ils se les mettaient dans les cheveux, dans les nattes de la barbe et tout, enfin, ça vous donne envie d'être un guerrier de l'époque. Il y a toute la dimension un peu magique, est-ce que c'est vraiment magique ou pas? On ressent mais énormément d'émotions différentes dans ce bouquin. Foncez, mais à 200%. Si vous le trouvez en occasion, réfléchissez pas. Je pense même que je vais me le relire bientôt, parce que c'est vraiment mon plus grand plaisir, quitte peut-être même d'ailleurs à faire un hérodothèque plus poussé là-dessus, tellement ça m'a marqué. Voilà les camarades, et bah écoutez, je pense que c'est fini pour aujourd'hui, tout simplement. Il y a peut-être d'autres œuvres auxquelles j'ai pas pensé. Comme d'habitude, hein, un immense merci aux tipeurs, vous êtes toujours les meilleurs. Je sais, je répète exactement la même phrase à chaque fois, mais je trouve pas mieux à dire. Donc un grand merci à vous, j'espère que mon nouvel enregistreur aura fait son travail, sans que j'aille le reprendre pendant des heures en me disant « faut commencer !» J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez envie de voir plus d'hérodothèques, parce que bah, c'est relativement plus facile à faire. C'est l'occasion de discuter, vous et moi, de choses sympas, qu'on aime bien, de partager nos références. Si vous avez des trucs, par exemple, en rapport avec le mythe arthurien que vous aimez beaucoup, bah conseillez-les-moi, parce que très franchement, ça m'intéresse. Donc voilà, portez-vous bien, profitez bien du printemps, les camarades, éclatez-vous bien. La suite, j'ai prévu de faire donc Antioche 4 et 5, je vais les faire séparer, parce que finalement, ce sont deux grosses vidéos quand même, plus grosses que Antioche 1, Antioche 2, Antioche 3, mais je vais essayer de les publier en même temps. Je dis bien essayer, parce que la tentation est grande quand j'en ai fini une, de la publier tout de suite, c'est un peu logique. Et voilà camarades, donc pour le coup, portez-vous bien, et puis bah à bientôt. Ciao.